Bonjour à tous, bienvenue. On va encore attendre une petite minute que les différentes personnes puissent se connecter. Je suis ravi de vous accueillir dans ce deuxième webinaire de Keybud. Nous allons parler d'un sujet qui est super important, la stratégie et surtout son exécution, avec une méthodologie qui s'appelle OKR, dont vous avez certainement tous entendu parler et que peut-être vous pratiquez déjà. C'est une méthode qui est née chez Intel aux États-Unis, hein, qui s'est popularisée dans les géants de la tech et au-delà des océans maintenant, et qui est une des clés pour expliquer le succès de ces sociétés aux États-Unis. On va parler de la mise en place, de nos expériences, de ce qu'on a fait. On va décrypter ces différents éléments pour qu'ensemble, nous puissions avancer de manière concrète vers une mise en place qui est tout à fait correcte et mieux de tout. Quelques mots sur nous. Nous, ça fait pas mal de temps qu'on est dans le conseil, qu'on accompagne les entreprises sur l'exécution stratégique, sur la gestion de projet, sur comment est-ce qu'on se transforme ou on évolue, hein. On le fait en tant que conseil, on le fait supporter par nos technologies dont nous allons également parler comme un support possible. Aujourd'hui, quelques références qui sont là et on a une ambition. Une ambition, c'est vous permettre d'avoir systématiquement des réponses à ces questions en temps réel. Est-ce que nos équipes travaillent bien sur l'exécution? Est-ce que le travail est aligné sur les priorités de l'entreprise? Est-ce que nous obtenons des résultats concrets de ce travail? Est-ce qu'on délivre avec régularité? Quel est le moral des équipes? Sont-elles autonomes et responsables? Et y a-t-il des risques identifiés que nous devons traiter? Toutes ces questions qu'un CEO, qu'un exécutif se pose en permanence pour savoir si il peut être à l'aise, se concentrer sur la construction de son futur ou devoir agir au quotidien. On le fait avec notre technologie, qui est un support intéressant, qui permet de couvrir l'ensemble de vos démarches de progrès d'une manière très novatrice, on le verra, et on le fait avec 2 obsessions. Un, simplifier l'exécution. Aujourd'hui, l'exécution, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On fait des stratégies, on fait des projets, mais qu'est-ce qu'on galère à faire que ces projets se passent? Et deuxièmement, booster l'engagement. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, vous pouvez avoir la meilleure envie, les meilleures chances de succès, si vos équipes ne sont pas avec vous, vous n'allez pas aller nulle part. Rentrons dans le webinaire. Ici, ce qu'on va découvrir, c'est les principes fondamentaux des OKR et de la méthodologie. On va aussi parler de comment on les intègre à votre stratégie globale, hein, pas que ça soit une pustule qu'on rajoute par-dessus vos projets. Comment on évite les pièges courants et comment on peut avoir un maximum d'impact dès le début. Le chat est ouvert, vous pouvez poser vos questions, on fera des pauses de temps en temps pour répondre à les questions, n'hésitez pas, c'est un sujet qui paraît simple mais qui peut être très compliqué. OKR, est-ce que c'est un outil essentiel? Première question. Alors, c'est aujourd'hui la méthode d'exécution stratégique qui grandit le plus, hein. On en avait une autre qui était très connue avant, qui s'appelait les Balanced Scorecard, donc le BSC. Aujourd'hui, c'est celle qui grandit le plus. On voit les chiffres qui sont là, ça progresse et on peut se poser la question: pourquoi? De mon point de vue, et là c'est l'interprétation et c'est mon interprétation, parce qu'elle offre un espoir de réussir le passage de stratégie à exécution qui est beaucoup plus fort par rapport aux méthodologies classiques qui, on le sait, ont un taux d'échec qui est très, très important. Deuxième raison, c'est qu'on a une facilité apparente de mise en œuvre, hein. On travaille sur le collectif et sur l'onboarding du collectif. On a quelque chose qui amène une plus forte agilité que les méthodes traditionnelles et surtout on a une meilleure mesurabilité des progrès et on a le sentiment d'avancer. OKR est fondamentaux, hein. Commençons par comprendre la méthode. Objectif and key result, ça veut dire qu'on part de votre ambition, qui est ici, hein. On va toujours poser votre ambition, votre vision, votre ambition au centre. On va la décliner en axe stratégique.
ici dessous. Hein. Ces axes stratégiques, on va les décliner en objectifs stratégiques et on va descendre à un objectif qui est inspirant. Hein. Le but, c'est de donner envie aux équipes de s'engager sur cet objectif. On va transformer cet objectif en key result qu'on veut smart et ambitieux. Les key results qui sont suivis normalement sur une temporalité de 3 mois avec un esprit un peu agile, c'est-à-dire qu'on doit réussir à produire de résultats dans les 3 mois. Un key result ne se traîne pas de semestre en semestre ou de trimestre en trimestre. À 3 mois, on a un livrable clair et c'est ça qu'on dit smart. On a défini clairement les choses. On verra un exemple tout à l'heure qu'on va pouvoir décliner en plan d'action et qu'on va pouvoir suivre régulièrement pour assurer le suivi. La différence vient sur cette communication transparente. On n'est plus dans des méthodes opaques, on est dans des méthodes où le partage est au centre, où le travail d'équipe est au centre et où l'engagement de la direction est au centre également. Quelle est la philosophie là derrière? La philosophie, c'est de dire l'objectif, c'est la cible, c'est on a envie d'aller dans cette direction, c'est ce qui m'inspire et qui me fait avancer. Le key result, c'est le chemin, hein. Comment est-ce que je fais? Par où on passe pour y arriver? Donc pour réaliser un objectif, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 key results et plus, d'accord? Qui sont toutes les étapes qu'on doit passer toujours dans cette temporalité où on a des étapes qui délivrent un résultat concret qui amène de la valeur directement. Puis après, on a les initiatives ou les actions qui vont, elles, permettre de décomposer ce qui résulte en action facilement transposable dans l'entreprise pour qu'on puisse faire descendre la stratégie dans le travail quotidien de chacun. Avec des éléments qui sont clés. On va chercher de l'ambition. On veut que les objectifs soient difficiles à atteindre. Une bonne exécution d'OKR, c'est pas 100% des objectifs atteints. Si vous atteignez 60 à 70%, vous êtes déjà des champions. On va toujours viser un alignement. On sait que le désalignement coûte cher et font que les équipes ne comprennent pas l'utilité de ce qu'elles sont en train de faire. Donc ici, on va encourager l'alignement des objectifs de la direction jusqu'aux individus. On va faire ce travail d'alignement qui est si vital pour une exécution stratégique. On va travailler la mesurabilité. Hein. La mesurabilité, ça veut dire que on va pouvoir suivre, mesurer, grâce au key result, le progrès qu'on fait et par objectif annuel. Et on a une méthode qui est beaucoup plus souple, avec des cycles annuels, objectifs ou trimestriels, qui vont pouvoir favoriser l'agilité. Et on va voir qu'on met au cœur le fait que tout ce qu'on a construit comme vision, comme objectif stratégique, objectif annuel, key result, peut être transformé en fonction des événements qui se passent. Hein. Trump nous en a fait une petite dernière. Hein. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué d'exporter et de vendre des voitures aux États-Unis. Hein. Ça aura forcément un impact à court et à moyen terme sur la stratégie de toutes les sociétés qui exportent des automobiles. C'est typiquement ce genre d'agilité qu'on permet d'intégrer sans devoir revoir l'ensemble de la stratégie. Si on regarde les principales différences entre les méthodes classiques et les méthodes traditionnelles, d'un point de vue un peu haut niveau, on voit que dans les méthodes traditionnelles, ici, on a un horizon temporel qui est généralement long. Hein, la séance au vert où on fait la stratégie pour les 3 à 5 ans. Ici, on va passer sur des cycles très courts. On va changer la structure rigide par un cadre flexible. Hein. On va pas chercher une atteinte à 100% de tout ce qu'on a mis. Ce qu'on compte, c'est de progresser, d'être ambitieux, de prendre des risques, d'avancer, de découvrir, de comprendre. Donc, on accepte que le succès soit de 60 à 70%. On est en transparence totale, hein, dans un MBO, Management by Objectif classique. Vous avez les objectifs qui descendent et qui sont dispatchés dans les différentes équipes et peu de monde sait quels sont les objectifs des autres. Ici, on est en transparence totale, on fait du collectif. On veut que les gens soient au courant qu'on travaille sur les key results, sur la stratégie et qu'on en soit tous fiers. Et on a une approche mixte qui veut dire qu'on va chercher à faire réellement descendre le mouvement top-down, c'est-à-dire l'envie de la direction et de l'ambition de la direction vers les équipes en les poussant à devenir, elles, force de proposition de key result, puis d'objectifs annuels. Et c'est ici qu'OKR délivre une vraie puissance brute pour votre organisation qui vous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de flexibilité que dans une méthode classique.
Petite pause, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui viennent? N'hésitez pas à utiliser, le chat qui est disponible ici et on continue. Petit step back, on a compris l'essence de la méthodologie. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on parle un peu de stratégie et qu'on voie comment OKR peut s'inscrire dans une stratégie. Il y a différentes méthodes de faire de la stratégie, de poser, de formuler vos stratégies. J'en ai pris une, qui est issue du framework Playing to Win, mais déjà, c'est toujours la même chose, hein. Toutes les stratégies dites porteriennes nous amènent à se poser la question de: «Quels sont les concurrents sur mon marché?» Donc vous êtes déjà dans une analyse où vous cherchez à comprendre vos concurrents pour comprendre votre marché. C'est une stratégie qu'on déconseille fortement. Toute démarche stratégique doit partir de vos clients, du travail qu'ils ont à faire, des envies, des frustrations et de comment on comprend ces envies et ces frustrations. Merci Muriel pour ta question, j'y répondrai juste après. Hem, donc des envies, de ces frustrations, c'est ce qu'on a fait dans le webinaire il y a 2-3 semaines, pour avancer. Une fois qu'on a bien compris notre client, on fait un step back, on analyse les signaux faibles du marché, les tendances émergentes, en faisant bien attention de trier les effets de mode des tendances de fond. Un exemple bien connu, la stratégie d'Amazon réside en 3 points qui sont des tendances de fond. Les gens veulent une expérience d'achat de plus en plus fluide, être livrés de plus en plus rapidement et payer leurs produits de moins en moins cher. Basé sur ces 3 éléments, toute la stratégie d'Amazon s'est mise là-dessus. Une fois qu'on a cet élément et cette compréhension du marché, on va pouvoir travailler avec les concurrents, avec l'analyse concurrentielle, donc chercher les gens qui sont concurrents directs et concurrents actifs, voir si on aura découvert des produits de substitution qu'on n'aurait pas découvert dans une analyse stratégique classique, les nouveaux entrants potentiels, le potentiel de disruption. On aura créé une bonne compréhension du marché, des opportunités comme des menaces. Ce qui nous amène maintenant à la formulation de la stratégie. Et le plus important et qu'on ne voit pas souvent, c'est partir de ce que vous êtes, de ce qui fait votre force, de vos compétences, de vos capacités, de ce qui va être difficile à imiter, d'accord? Sinon, vous êtes dans une stratégie d'imitation et ça va être très compliqué à tenir. C'est ici que vous apportez plus de valeur pour vos clients. Et la deuxième étape, c'est de déterminer vos terrains de jeu, hein. Le choix des segments, des pays, de la région et d'être très limitatif ici avec l'objectif de diminuer la dispersion des ressources, hein. Si Hublot, marque horlogère que tout le monde connaît très bien en Suisse, a grandi si rapidement et si puissamment, c'est parce que c'est l'exemple type d'une segmentation et d'une pression extrême sur des petits marchés. Ils ont commencé par Paris. Ils ont mis un gros marketing sur Paris, que Paris, puis la France. Une fois que la France était conquise et qu'elle avait un niveau, elle était autosuffisante, ils ont changé de pays. Et en ayant une stratégie où chaque fois mettaient un maximum d'impact pour ouvrir des marchés, ils ont grandi beaucoup plus rapidement, ils ont changé la manière dont on fait du marketing dans l'horlogerie. Troisième étape, hein, comment vous allez gagner sur ces marchés, votre proposition de valeur, votre positionnement, votre business model. L'objectif étant ici de faire plus de produits que vos compétiteurs pour pouvoir réinvestir dans vos trous. Et c'est autour de cette stratégie que se déterminent vos ambitions. Et vos ambitions, ici, vont s'inscrire dans ce framework Paying to Win avec quelque part vos objectifs stratégiques qui répondent à where to play, donc à votre terrain de jeu, à comment vous allez gagner. Et ici, on voit que c'est le comment est-ce qu'on le réalise qui devient des objectifs annuels et qui peuvent se transformer en résultats clés. Dans la partie exécution, on aura lié la formulation et l'exécution dans un cycle continu qui nous permettra d'avancer. Question de Muriel, merci. Donc, si les key results ne sont pas atteints qu'à 70%, que fait-on pour le cycle suivant? Alors, c'est ici qu'on est exactement comme dans une méthode agile ou dans des sprints. On va se poser la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on garde ces key results, est-ce qu'on les prolonge, d'accord? Est-ce qu'on les finit? Sachant que normalement, un key result qui est démarré dans un cycle devrait être terminé, hein. Ou est-ce qu'on en crée des nouveaux? Ou est-ce qu'on les modifie pour avancer, sachant qu'on aura certainement appris quelque chose pour avancer? Deuxième question, comment les OKR peuvent-ils favoriser le partage des connaissances au sein des équipes et quelles métriques pourraient être utilisées pour mesurer l'impact de ce partage?
Alors c'est une très bonne question. Je pense pas que les OKR peuvent favoriser le partage des connaissances au sein des équipes, sauf si c'est en soi un key result qu'on aurait mis, d'accord? Par contre, au travers des OKR et au travers d'un certain nombre de rituels qu'on peut mettre en place, on va pouvoir favoriser la transversalité. Par contre, j'ai pas moi d'expérience pratique sur la mesure de l'impact de ce partage, donc je vais pas pouvoir directement répondre à cette question. Avançons. La cascade vers le succès. Ce qu'on appelle la cascade, on va simplement démonter les différentes étapes les unes après les autres. Aujourd'hui, on l'a vu, on part de l'ambition. Ici, on a un exemple, devenir le leader de référence dans des solutions logicielles de gestion de la chaîne d'approvisionnement durable en Europe, reconnu pour notre innovation technologique et notre impact environnemental positif. C'est la vision. Elle a été traduite en objectif ici de haut niveau, donc en axe stratégique, qu'on a à chaque fois décliné en objectif stratégique ici en bas, hein. Et l'objectif, c'est d'avoir cette déclinaison qui, de l'ambition aux axes et aux objectifs, est complètement liée. Ces objectifs stratégiques, ici, vont pouvoir être déclinés, d'accord? Et c'est cette architecture qu'on va challenger régulièrement au niveau des revues, en disant: «Est-ce qu'on maintient les axes, les objectifs qu'on a mis? Est-ce qu'on les fait bouger? Est-ce qu'on les fait changer en fonction des progrès qu'on a fait?» Une fois qu'on a posé les objectifs stratégiques, on descend à l'élément qui nous intéresse, c'est-à-dire l'objectif annuel. Et l'objectif annuel, c'est ce qui va permettre de réaliser ces stratégies. Et ces stratégies, on doit la décliner ici. Donc, dans notre objectif annuel, on voulait lancer, dans l'objectif stratégique, on voulait ici lancer la version 3 de notre plateforme avec 5 nouvelles fonctionnalités majeures. On va décrire ici ces 5 fonctionnalités majeures. Et ici, on les décrit d'une manière assez précise, hein. On veut que ces fonctionnalités majeures soient assez attractives unitairement pour attirer des leads immédiatement. Et nos fonctions majeures vont être basées sur l'IA. Une mesure du succès va être par objectif. 5 clients sur 10 désirent une démo dès que l'on parle d'une de ces fonctionnalités. D'accord. 5 caractéristiques pour un objectif annuel, il doit être qualitatif. Il doit inspirer, il doit être aligné sur la stratégie, il doit être actionnable. Les équipes doivent pouvoir se projeter sur cet objectif pour savoir comment elles vont le transformer en résultat clé. Et franchement, à la fin, quand on l'a réalisé, on doit être fier de ce truc. Il doit être mémorable. D'accord. Faire toujours attention entre l'ambition démesurée et le réalisme, hein. L'ambition démesurée, c'est Elon Musk qui connaît. Le réalisme, c'est que ça délivre pas tout à fait derrière. D'accord. Et rappelez-vous, il n'y a pas besoin d'écrire une thèse. Un bon objectif doit toujours pouvoir tenir sur un t-shirt et surtout vous faire briller les yeux. On reprend notre chaîne. Ici, donc, on a vu l'ambition, les axes stratégiques, les objectifs stratégiques. On a fait notre objectif annuel et on rentre réellement dans l'objectif, dans le résultat clé, qui est l'essence de ce qu'on va travailler en termes d'exécution stratégique. Un résultat clé doit toujours être smart. Smart, ça veut dire qu'il est atteignable, réaliste, et cetera, et cetera. On le connaît. Mais surtout, on va dire qu'il doit être smart plus. Il doit pas seulement être réaliste et clair, il doit aussi être inspirant. Et ça doit motiver les équipes. Il doit être transparent, on l'a dit, hein, dans toute l'entreprise, c'est visible. Aligné avec les autres OKR, c'est tout un travail qu'on verra. Il y a un rituel qui est important, qui est de s'assurer que tous les OKR qui sont créés dans la maison ne se fassent pas concurrence les uns les autres, collaboratif. On doit pouvoir le faire évoluer si ça change et il doit pouvoir être autonomisé. Ici, on a un exemple, hein. On a dans notre objectif de lancer notre plateforme, on va constituer une équipe d'experts en IA. On a précisé ici l'équipe d'experts en IA. On veut deux data scientists, un machine learning engineer. On sait quelle est cette équipe, c'est quelque chose qui devient clair. L'IRH peut commencer leur chasse, peut aller chercher ces personnes, on va pouvoir commencer à constituer cette équipe. Il pourra évoluer en fonction des profils qu'on arrive à attirer ou pas sur le marché. Il faut qu'ils soient impossibles à contester. Et rappelez-vous, c'est ici que se met la qualité de la démarche, hein. Si votre OKR est mal défini, si votre key result n'est pas bien défini,
il y a peu de chances qu'il arrive à un succès. S'il est bien défini, vous êtes bien parti, pour autant qu'il soit bien suivi. Donc on dit toujours un OKR bien défini, c'est un succès garanti s'il est bien suivi. Ensuite, l'OKR est souvent peut être important en termes de travail, hein. Et là, on voit que dans le Grisol qu'on avait avant, il fallait recruter 3 personnes. Donc, pour lancer ces recrutements, on va commencer à granulariser. C'est là qu'on va créer des initiatives ou des actions clés. Ainsi, les actions clés vont nous permettre de séparer le travail en choses plus facilement réalisables, de simplifier le suivi, de pouvoir objectiver l'avancement. On a des actions, des initiatives qui se ferment pour délivrer de la valeur. On a déjà des choses qui sont faites et surtout célébrer les victoires. Bon. Un mot sur le cycle et les pilotages. Hein. Quand on passe d'une méthode d'exécution relativement opaque, très top-down dans l'entreprise à une méthode complètement participative, on ne peut pas piloter simplement avec des petits one-to-one qui suivent dans les structures hiérarchiques. Premier, le plus important, il faut y consacrer du temps, c'est la revue. Si vous êtes sur un rythme trimestriel, c'est au moins tous les trimestres et ça va vous prendre un demi-jour de l'entreprise pour y arriver. Le but, c'est de faire le bilan du trimestre écoulé, de préparer le suivant et de voir les impacts de ce qu'on aura appris des progrès qu'on aura fait sur nos objectifs annuels et nos stratégies, sur nos objectifs annuels et nos stratégies en continu. D'accord? Donc, on retravaille toujours notre matière. C'est pas parce qu'on découvre des choses qu'on remet pas en cause l'ensemble. Deuxièmement, impératif, les check-in au niveau des équipes qui sont impliquées dans les résultats clés, qui vont suivre l'avancement, identifier les blocages, pouvoir les faire remonter. 15-30 minutes par semaine, c'est indispensable. Si les check-in ne sont pas faits, si on n'est pas quelque part très attentif au suivi des OKR, on va avoir une démarche relativement molle qui va amener peu de résultats. Une autre qui est très importante, c'est cette rétrospective qui permet de vérifier que nos résultats clés sont bien coordonnés, alignés et se passent bien dans l'ensemble, donc sans concurrence, sans qu'un fasse de l'ombre suivant. Hein, donc c'est ce qu'on appelle ajuster les tactiques, 1 à 2 heures par mois, plutôt pour les équipes de management ou les strategic leaders, pour s'assurer que les choses sont bien en train de se dérouler. Ça, c'est les rituels qui sont obligatoires, c'est le minimum syndical que vous devez mettre en œuvre si vous voulez avoir une démarche puissante. Ensuite, on peut aller chercher d'autres rituels qui sont très intéressants et qui là travaillent la transversalité et l'échange de connaissances au sein des équipes. Hein, un coffee talk 1 à 2 fois par mois, informel, les gens viennent, participent, favorisent, parlent de ce qu'ils sont en train de faire de leur côté pour créer cet échange de connaissances. Hein. Dès qu'il y a des résultats qui vont pas bien, on fait un deep dive, on prend du temps, on prend peut-être un expert ou une personne externe qui vient regarder et qui nous aide à déverrouiller un problème pour avancer plus vite. Et puis des rituels de temps en temps où on célèbre les progrès, les avancements pour garder les équipes motivées, de nouveau informelles, complètement libres, mais pour créer ces dynamiques, pour dire qu'il se passe des choses, pour démontrer les progrès, pour garder de l'activité et créer cette transversalité et quelque part désiloter l'entreprise. On l'a fait d'une manière technique en ayant des petits résultats qui se répandent et qui sont visibles par les autres. Il faut le faire d'une manière humaine en permettant aux gens de se connecter et d'échanger dans cette dynamique-là pour que réellement ça se passe. Quelques éléments ici, maintenant, des points d'attention. Quelques statistiques, on va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Il y a beaucoup d'échecs. Souvent, on s'y reprend à 1 à 2 fois pour réussir et il y a un certain nombre d'abandons et quasiment la moitié des démarches qui abandonnent et les causes d'abandon sont intéressantes, hein. Des objectifs mal définis, des problèmes d'exécution et un suivi qui est trop chronophage et c'est bien, on l'a vu, ce passage du collectif avec ce suivi qui est une des causes premières de blocage où on a dans les 5 clients qu'on a accompagnés, on a 2 clients qui ont abandonné pour ces raisons. On est revenu sur des méthodes d'exécution plus légères, qui feront l'objet d'un autre webinaire pour pouvoir avancer plus vite. Mais de nouveau, ça prend du temps de bien le faire et si vous ne mettez pas le temps de bien le faire, ça ne marchera pas.
hein, et puis un sentiment de pression sur les employés, hein, parce que tout d'un coup, on est dans un rythme trimestriel qui est encore plus rapide que le rythme annuel avec des check-ins très réguliers. Bah, ça fait un truc de plus qui tourne et c'est ressenti bien souvent comme une pression excessive. Si on parle de nos apprentissages concrets à nous et qu'on quitte les faits statistiques, bah, on les retrouve un petit peu, hein. On remarque souvent, on a un vrai problème de résultats peu ambitieux, heu, pas assez précis ou bien souvent déconnectés de la stratégie. On se rend compte que la réunionnite que ça génère est un vrai problème, d'accord? Et il est souvent perçu comme peu efficace. On a un client qui, à un moment donné, qui a dit: «Mais on passe notre temps à parler de ce qu'on va faire et on n'a plus le temps de faire ce qu'on devrait faire». Donc c'était un peu cet élément, il faut vraiment le prendre en compte parce que de nouveau, c'est un des facteurs d'échec de la moitié des mises en place, qui sont faites. Dispersion et entropie, hein, on le verra quand on commence à avoir cette répartition visible, on commence à faire un super arbre avec beaucoup de choses dedans, mais tous ces éléments qui sont créés entraînent du suivi, entraînent du travail et entraînent une perte de focus et c'est justement ce qu'on voulait éviter. Et puis il y a un phénomène de lassitude, on a l'impression de toujours courir, toujours être en train d'être après nos OKR et on ne ressent pas vraiment les progrès. Et c'est normal, une vraie augmentation du rythme, hein, beaucoup de propagation, ça va consommer du temps et ça, c'est quelque chose avec lequel on ne peut lutter que d'une manière et c'est nous ce qu'on favorise tout le temps, c'est prioriser la réponse, prioriser au maximum, hein, et surtout au démarrer petit, prioriser, aller chercher les gros poissons, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, hein, pour être sûr qu'on démarre, qu'on amène de la puissance, qu'on amène des progrès, qu'on crée un cycle vertueux qu'on peut de plus en plus étendre dans l'entreprise. Et c'est ici qu'on a une approche qui est différenciatrice, hein. On va faire attention au trop grand nombre d'OKR qui dilue les attentions, les impacts et nous, on applique toujours et surtout quand on démarre, la règle qu'on appelle du tiers d'or. On va chercher à se concentrer sur les objectifs et les résultats clés qui ont le plus d'impact par rapport aux capacités qu'on a maintenant pour être sûr qu'on ne se disperse le moins possible. Il n'y a pas de miracle, quand tout le monde se met à participer, il y a du bottom-up et ça va générer du désalignement et ce désalignement, si vous n'avez pas un outil ou une manière de faire qui est très visuelle, il va être très difficile à observer, il va être très sournois, hein. Nous, on y répond en ayant un algorithme qui permet de mesurer la contribution de l'ensemble des éléments aux objectifs stratégiques et qui permet une structuration visuelle de la cascade et de l'alignement, c'est ce qu'on verra tout de suite. La qualité des résultats clés, c'est votre premier combat aujourd'hui. Si vous travaillez pas là-dessus, les gens vont être frustrés, ils sauront pas bien ce qu'il faut faire et vous allez très rapidement voir un phénomène de démotivation. On l'a vraiment mis au cœur de notre approche. Le check qualité par les leaders stratégiques, c'est une de leurs responsabilités principales. Et c'est aussi ici qu'on fait monter le niveau de connaissance, le niveau de compréhension et qu'on permet d'aller beaucoup plus loin, hein. On l'a dit, les silos sont dans les entreprises, ils sont bien présents, ils sont l'ennemi naturel des OKR et il ne suffit pas de dire qu'on va travailler en transparence totale, mais il faut aussi aller mettre des rituels qui créent cette transversalité. Le suivi fréquent sur l'ensemble des résultats clés, c'est perte de temps, c'est fatigue, c'est aussi la cause principale d'échec. On travaille sur 3 axes, rendre visibles les problèmes pour qu'on puisse facilement les traiter, qu'on puisse déverrouiller, pousser la responsabilisation pour favoriser l'autonomie et puis surtout, on va célébrer les réussites et les victoires pour stimuler l'engagement. Et je vous propose qu'on regarde ça d'une manière un peu plus concrète. Si, ah, donc ici, c'est notre plateforme, hein. Keyboard, c'est un outil qu'on développe, c'est un gros gestionnaire de travail comme Asana ou Monday.com par exemple, avec une vraie différenciation, c'est que nous, on a placé la stratégie au cœur du modèle et la stratégie comme quelque part élément qui va énergiser le travail derrière. Donc ici, on voit nos stratégies au niveau, ici, hein, on retrouve notre vision et notre mission et nos objectifs. On va retrouver ici notre objectif tel qu'on l'a démontré tout à l'heure, notre ambition, puis on va aller voir ici avec nos axes stratégiques. 2-3 éléments. On a ici la possibilité d'appliquer notre tiers d'or directement, hein. On voit ici, si j'augmente un peu la taille, chacun des axes ici, il y a une pondération.
et cet axe ici vaut 60%, donc il est 6 fois plus important que ces 2 suivants et il est 3 fois plus important que celui-là, qui nous permet d'avoir une priorisation et de nourrir notre algorithme qui lui va permettre de mesurer est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction, et c'est ce chiffre ici d'alignement qui nous dit, donc on a l'alignement qui est visible en permanence, hein. Ici, on est légèrement désaligné, on n'a pas assez de travail en cours pour répondre à cet objectif. Et ici, on est en train de faire beaucoup trop de choses par rapport au travail qu'on devrait fournir dessus. D'accord? On permet aussi de mesurer la vélocité, donc est-ce que les équipes travaillent bien? On répond à nos questions du tout début, hein. Est-ce que les équipes travaillent bien, sont actives, créent des résultats sur ces éléments? Donc, ce qui nous permet d'avoir en permanence des signaux qui permettent de dire sur notre objectif principal ici, on remarque qu'on a nos objectifs stratégiques, on remarque que sur un objectif stratégique ici, on investit beaucoup trop d'énergie, on va beaucoup trop loin et en plus on bosse super bien, hein, avec une grande rapidité, alors que sur celui qui nous intéresse le plus, on n'est pas encore tout à fait au rendez-vous ici. Donc on découvre notre objectif stratégique et puis on peut continuer de descendre dans notre axe jusqu'à nos key results qui sont dessus. Quand je vous ai dit tout à l'heure que si j'ouvre tous les niveaux et on a vraiment mis peu d'objectifs, hein, c'est une base de démonstration qui naît où on a à peu près qu'un premier trimestre, ben on voit que quand on commence à étayer notre méthodologie, on crée beaucoup de choses. D'accord? Tout ça, il va falloir le gérer. On va voir comment est-ce qu'on peut limiter les choses de ce côté-là. On remarque aussi une chose intéressante avec cette construction visuelle, hein, on a des objectifs qui sont complètement massacrés ici. Typiquement, celui-ci ici, c'est pas un objectif prioritaire, mais on a dans ce sous-objectif ici et un objectif stratégique, construire un portefeuille de clients, ben, on n'a même pas un objectif annuel dessus. Donc on risque pas de travailler dessus. Et puis tout à l'autre bout, si je reviens ici, on va un peu ouvrir. Je viens ici sur l'impact durable. Donc, on voit que l'impact durable, on est très loin de travailler correctement dessus. Et donc, on est sûr qu'on ne va pas aller vers nos objectifs de durabilité avec cette organisation maintenant. Si je passe maintenant dans l'autre côté et que je passe dans les phases de revue. La première des choses, hein, et on va aussi axer sur de la priorisation, c'est de se dire ici, est-ce que mes équipes ont des priorités qui sont claires ou est-ce qu'elles n'ont pas trop de priorités? Donc là, on va retrouver nos objectifs, pas connectés à la stratégie, mais connectés aux équipes qui doivent travailler dessus, d'accord? Et on voit que sur business, développement et vente, on a 2 objectifs annuels qui sont en priorité 3 et on pense quand même que celui-ci devrait être beaucoup mieux travaillé. Donc, en tant que leader stratégique, on va leur mettre une priorité. Cette priorité va descendre sur l'ensemble des résultats clés et des sous-actions qui sont dessous pour être sûr qu'on avance dessus. Ici, on est bon, on a une priorité pour cette équipe. Ici, on est bon, on a une priorité sur ces 3 objectifs. Donc, on respecte toujours nos tièdes d'or aussi par équipe. Et puis, sur l'environnement, on pourrait mettre un peu de pression pour que ça augmente quand même. Ça fait partie de nos objectifs stratégiques. Donc, on va aussi leur dire qu'on veut au moins, sur le seul objectif qu'ils ont, qu'ils sont en prio. D'accord? Deuxième des points de contrôle, c'est la charge sur les équipes. Et on sait qu'il y en a toujours 2 types de personnes. Des personnes qui sont hyperactives et qui prennent beaucoup, et des personnes qui sont plus en retrait. Hein. Avec cette vue ici, on va directement voir que Nathalie, Nathalie, elle en veut. Hein. Elle prend beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses et certainement qu'elle ne pourra pas délivrer tout ça. Et puis, il y en a des qui sont un peu plus calmes. Mais on voit aussi qui a pris quelle responsabilité sur les résultats clés et on voit si notre autonomisation est en train de se mettre en place. On remarque aussi qu'ici, au début, on a un certain nombre de résultats clés qui ont aucune responsabilité qui est attribuée. Donc ceux-là, on peut faire des pieds et des mains, taper sur la table, il y a peu de chances qu'ils se réalisent. On continue notre vue. Hein, on a insisté sur l'aspect qualité, donc forcément qu'on va avoir une manière d'aller trier nos résultats clés qui sont à valider en termes de qualité. Et valider, ça veut dire qu'un leader stratégique passe dessus, contrôle si ça répond aux différents éléments qui doivent répondre, hein, qui sont de nouveau mis ici, c'est les métriques qu'on doit avoir ici. Et si c'est bon, on dise OK, le résultat clé est validé, vous pouvez travailler dessus.
On continue notre revue, on commence à faire du focus, on va se positionner sur tout ce qui est en prio 1 et on voit que dans les résultats clés, on va avoir 3 résultats clés qui sont passés en prio 1 et c'est ceux sur lesquels on va se concentrer, surtout en phase de démarrage. On ne suit que ceux qui sont en prio 1, voire 2, en fonction des équipes, mais pour être sûr qu'on ne perd pas trop de temps et que la méthodologie se met bien en place. Donc ici, on peut suivre nos prio 1, passer nos prio 2, on a toujours les progrès, les succès sont super importants, donc on va pouvoir les travailler aussi ici, et cetera, et cetera. Donc on a vu qu'avec cette méthode simple, on peut commencer à gentiment déverrouiller nos points de revue pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe derrière. On applique une méthodologie similaire sur les check-ins, donc ces rendez-vous rapides qu'on doit avoir. On commence toujours par cette vue qu'on aime beaucoup, qui permet de voir est-ce qu'il y a des activités sur nos key results ou pas? Hein, il y en a des qu'on n'a pas du tout travaillé ce mois, il y en a des qui ont été travaillés cette semaine, il y en a des qui ont été travaillés hier. On mesure très rapidement si les gens sont actifs ou pas et on va pouvoir aller stimuler s'il y a besoin ou féliciter s'il y a de l'activité. Puis on continue, on essaie de voir dans notre cycle OKR, on veut plus voir ce qu'on a autour, on a tout ce qui est de nouveau en prio 1. On voit ici qu'il y en a un qui est bloqué, c'est un problème, il va falloir qu'on le traite. On va pouvoir continuer ici avec tout ce qui est à risque, par exemple. Donc, si on aura les choses qui sont à risque, et puis de nouveau, tout ce qui mériterait euh, d'être remis en termes de succès. D'accord? Donc, on est parti ici de la vision du haut, de la vision globale, pour arriver à la vision en bas, et on a encore la possibilité d'avoir un pilotage global qui peut être personnalisé ici. On va commencer à avoir d'autres choses. Typiquement, cet élément qui permet de dire est-ce que par rapport à nos objectifs, on a bien un niveau de contribution qui est souhaitable. Aujourd'hui, entre nos priorités et nos objectifs, c'est cet axe. Si on retrouve nos objectifs ici, on retrouve les différents éléments qui sont actifs en termes d'objectifs et de contribution. D'accord? On a toujours notre santé qu'on place au cœur ici. Donc, on voit que sur les prio 1 qui sont rouges, on a quand même un objectif qui est en mauvaise santé. On va voir ici qu'on a les succès à confirmer, hein, donc il faut qu'on confirme, qu'on valide et qu'on récompense les équipes. On a ici tous les problèmes à traiter, par exemple, hein, les key results qui sont mal définis, qu'il faut valider, ceux qu'on a demandé en retravail qui sont toujours, ceux qui sont à risque, etc., etc. Et puis on descend jusqu'ici, est-ce que nos key results sont en danger ou pas? Et on va avoir cet élément ici, on voit qu'on a quand même beaucoup de rouge, d'accord, à peu près équilibré avec le vert, mais on a quand même des petits soucis qu'il faut régler. Voilà. Donc, notre approche, c'est une approche qui vise l'accompagnement, qui vise le focus. On va créer toute cette déclinaison ici avec une validation qualité qui est un élément clé, qui est incontournable. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des résultats qui sont mous ou pas au rendez-vous. Toujours un focus très fort et puis une remontée des problèmes, des victoires, des risques, des états d'esprit des équipes pour qu'on puisse toujours être sûr qu'on va dans la bonne direction tous ensemble. Notre approche, ça sera toujours d'en faire moins pour avoir plus de résultats, hein, c'est ce qu'on appelle deceive more. Toujours de se concentrer à chercher de l'économie de temps, moins d'investissement de temps dans la mise en place et dans le suivi. Un début qui commence avec ce tiers d'or qui vise à favoriser le développement d'autonomie, la prise en main sans alourdir le système, pour gentiment pouvoir scaler en même temps que l'autonomie croît. Une qualité du processus qu'on a démontré, une accélération du temps qu'on n'a pas démontré, mais on a un mécanisme qui permet d'encore stresser les choses pour être sûr qu'on se concentre sur les bonnes priorités quand on arrive en fin de cycle. Tout ce qui est souplesse et repriorisation, on l'a vu. Et puis effectivement, ben, en ayant cette déclinaison des priorités et cette contribution stratégique, ben, on amène ce qu'on appelle une sécurité de l'action. Quand je travaille sur un résultat clé, je suis sûr que je travaille sur quelque chose qui est important pour la société et je suis serein que mon temps, mon énergie et ma créativité que j'investisse, elle va participer à un résultat impactant. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, comment démarrer? Maintenant qu'on est ça, comment démarrer ou comment améliorer ce que vous avez dans l'œuvre? Première des choses qu'on propose, c'est, se positionner comme sparring partner. Si vous avez une démarche qui est en cours, vous avez des questions, vous avez des éléments où vous voulez creuser, hein. Donc, on prend le pouls de votre démarche OKR, on identifie les points d'amélioration, on établit des hypothèses d'action. On regarde avec vous comment vous pouvez valider ces hypothèses d'action et démarrer votre plan d'action. On accompagne votre progrès. C'est un accompagnement qui peut être sur demande quand vous en avez besoin, en accompagnement de vos rituels parfois, en tant qu'expert dans des deep dives sur des OKR. On met pour démarrer ça, pour bien sentir si on peut travailler ensemble, une première évaluation de 30 à 60 minutes qui est offerte et qui permettra de déterminer les actions par la suite. Pour ceux qui ont envie de découvrir, de préparer, d'anticiper, de prendre la maîtrise, on propose un bootcamp qui se passe sur 5 semaines, hein, avec une session de 2 heures, du mentoring individuel à l'intérieur. Cette session va nous faire passer au travers des éléments qui sont clés qu'on a vus aujourd'hui, à part un dont on n'a pas parlé, mais qui est vos stratégies. Quelles capacités vous avez? Quel est votre terrain de jeu? Comment gagner? On va travailler vos ambitions. On va vous amener à faire des choix courageux et à définir vos objectifs stratégiques. On passe sur les objectifs annuels, les résultats clés, l'alignement, la priorisation. Une session spéciale qui sera menée par une personne qui est très très douée dans cette démarche-là. Une session qui n'est plus collective mais cette fois personnelle, qui va vous amener à vous questionner sur votre leadership. Est-ce que j'ai le bon leadership? Est-ce que nous avons le bon leadership pour que ça marche? Quels sont les éléments d'évolution? Parce que le leadership est clé. On va chercher l'autonomie, on va chercher l'engagement des gens, on va chercher à les faire sortir de leur zone de confort. Si vous n'avez pas le leadership qui est adapté, ça va simplement pas se passer, d'accord? Et on verra comment démarrer et piloter. Donc, c'est un prix spécial parce que c'est la première cohorte qu'on lance, 1 290. C'est une valeur de plus de 7 000 francs. Et puis là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on fait un call pour voir ensemble si vous êtes éligible ou pas, pour pouvoir bénéficier de cette première cohorte. Un accompagnement qu'on peut faire complet aussi, donc vous avez envie de démarrer une démarche, vous voulez être accompagné, vous avez envie de vous dire: «Cette fois on y va», hein, et ben nous on vous approche avec notre méthodologie, notre approche basée sur l'expérience et sur le fait qu'on va avancer très vite, en priorisant beaucoup, hein. Sur ces 4 étapes, première étape, on modélise vos ambitions, de nouveau c'est la même chose. On définit, on charge des key results, on implique les équipes, on va donner du rythme, hein. Et ce démarrage ici peut se faire en moins de 4 semaines, heu, facilement. Et vous pouvez déjà avoir des choses qui se mettent en route. On arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions encore? Merci beaucoup pour votre attention. J'annonce notre prochain webinaire. On a vu une méthodologie qui est forte, on a vu une méthodologie qui est puissante, on a vu une méthodologie qui est exigeante. D'accord? Il y a d'autres manières aussi et notre expérience nous a amené à parfois abandonner les OKR pour quelque chose qui est plus souple, plus léger et qui permet d'amener une autre fluidité. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Et cette fois, c'est pas une méthode qui est écrite, expérimentée, c'est une autre expérience, une autre méthode qu'on va présenter. Et ce sera le 18 avril à 11h30. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vais créer l'événement sur LinkedIn dans les prochains jours. Je vous remercie de votre attention à toutes et tous. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous enverrai un questionnaire de satisfaction. C'est notre deuxième webinaire. On est dans une phase d'apprentissage. On s'adapte à chaque fois, donc n'hésitez pas dans vos retours à nous faire part de ce que vous avez apprécié, moins aimé, pour qu'on puisse s'améliorer et vous proposer quelque chose qui est de plus en plus intéressant pour vous. Très bonne journée.